Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir du coup à Reims pour cette troisième édition. On voit qu'il y a du monde et finalement c'est super intéressant et puis c'est surtout en fait très encourageant pour la suite. On voit qu'il y a de plus en plus de monde. Donc là, comme disait Carole, il y a une trentaine de personnes qui vont être présentes sur place et un peu plus également en ligne. Donc on est à 60, 70. Donc c'est vraiment pas mal. On est très 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 contents. Et ce qui montre que finalement on est en plein dans l'actualité et que c'est vraiment une thématique qui touche beaucoup de monde, beaucoup de spécialités différentes. Parce que à Majoie aussi, il n'y a pas que des oncologues. J'aime beaucoup les oncologues, j'aime beaucoup travailler avec eux. Mais c'est un travail d'équipe et c'est là où c'est intéressant finalement d'être plusieurs spécialités, plusieurs corps de métiers différents. Donc, on est ravis de commencer du coup sur Reims. C'était quelque chose que tu voulais dire? Non, moi je suis complètement d'accord. Et en plus, il y a de plus en plus de paramédicaux, beaucoup d'infirmiers qui se sont inscrits. Et je trouve que c'est vraiment très important. Non, c'est très très bien. Et du coup, justement, pour parler un petit peu sans transition, on est ravis d'accueillir nos collègues justement bruxellois qui vont nous parler un petit peu de leur façon de faire, etc. Où on va voir finalement les similitudes avec notre système et également les différences qui va nous faire un petit peu progresser de chaque côté comme ça, de prendre un petit peu ce qu'on peut prendre de chaque côté. Donc, toujours en fait dans l'interaction. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi je suis Maxime Iskowitz et il y a aussi le docteur Louis Wolf ici devant. On vient tous les deux de Bruxelles, on travaille à Bordet, à l'Institut Jules Bordet, que vous connaissez peut-être, un hôpital qui est vraiment exclusivement pour les patients oncologiques. Et on va essayer un peu de vous montrer ce qu'on a développé ici depuis 2-3 ans dans cet hôpital. Nos conflits d'intérêts assez rapidement, on fait surtout partie du Bitox et on fait de temps en temps des présentations. Donc, on a quelques particularités et des chances, c'est qu'on a l'Institut Jules Bordet qui est un nouvel hôpital qui a été reconstruit assez récemment et qui a été greffé au niveau localisation juste à côté d'un autre hôpital assez important qui est l'hôpital Erasme, qui est un hôpital conventionnel. Donc on a un hôpital spécialisé en oncologie et puis un autre hôpital avec pas mal de spécialistes d'organes qui sont là. Donc c'est vraiment été une plus-value ici pour développer une clinique d'immunotoxicité. Vous voyez qu'il y a le docteur Louis Wolf et moi-même ici sur la photo, et notre chef, le professeur Anne-Pascale Meert, que vous connaissez peut-être, sans qui ce ne serait pas possible de développer ce projet. Donc on va essayer de faire pas trop long, surtout d'expliquer un petit peu les choses. Au niveau de l'organisation, donc il y a cette première chose, cette localisation vraiment assez pratique avec des connexions entre les deux hôpitaux au niveau physique également. Et l'autre chose, c'est qu'on a un service des urgences qui est vraiment dédié aux patients oncologiques de cet hôpital-là. Donc, globalement, depuis la fusion, on prend aussi des patients qui passent par les urgences de l'hôpital Erasme, mais sinon, la principale partie de nos patients sont les patients qui sont déjà suivis de l'hôpital, qui sont déjà connus. Et donc, on a ces urgences dédiées qui s'intègrent dans une unité fonctionnelle avec une unité de diagnostic et d'orientation qu'on appelle l'UDO, que vous pouvez voir ici. Donc, c'est quelques lits d'aval, un peu d'urgence. On a ce plateau également qui est très fonctionnel au niveau structure avec les soins intensifs. C'est vraiment sur le même plateau. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Les infirmiers, d'ailleurs, sont assez polyvalents. Ils sont formés aux urgences, aux soins intensifs et dans cette unité un petit peu de transition. Donc, ça permet d'avoir cette polyvalence, de travailler sur différentes thématiques. Et également, aussi, ce qui est important, c'est des salles conventionnelles où on s'est inscrit tout doucement dans une supervision de salles d'oncologie en tant qu'interniste pour justement avoir des salles qui ont une valence un peu plus problématique de médecine interne en oncologie et également sur les toxicités des immune checkpoints. Une des autres grosses parts, évidemment, c'est la consultation, où on a développé des consultations dédiées pour la prise en charge des toxicités d'immunothérapie. Et ça, c'est le Dr Wolf qui va plus vous en parler juste après, mais vous voyez que ça représente quand même pas mal de notre activité ici. Aux urgences, donc on voit quand même pas mal de patients. Ce sont des urgences qui sont, je ne sais pas par rapport à les urgences de la région ici, mais on voit plus ou moins 3500 patients par an en moyenne. Il y a plus ou moins 50% d'hospitalisation sur les patients plus fragiles en oncologie que des urgences classiques. Ça, vous pouvez l'imaginer facilement. Il y avait une petite étude qu'on avait faite qui montrait plus ou moins 10 à 15% de patients qui ont des toxicités de l'immunothérapie qui vont se présenter aux urgences. Donc, voilà, on essaie d'entraîner nos assistants, on entraîne également nos infirmiers à chaque fois
poser la question, en général, ils posent toujours la question de quel cancer vous avez, mais aussi de demander quel type de traitement ils ont. Est-ce qu'ils ont de l'immunothérapie, est-ce qu'ils ont de la chimiothérapie, d'autres traitements, et de découler de ça, effectivement, d'être un peu plus attentif dans l'anamnèse que les infirmiers font parfois au tri, ou bien que les assistants, évidemment, là, on leur demande un peu plus, et de vraiment orienter par rapport à ça. Et on martèle un petit peu à chaque fois, à chaque jour, quand on les supervise. OK, mais il y a quoi comme traitement? OK, il a de l'immunothérapie. Est-ce que tu as checké ça, ça, ça? On essaie de rendre les choses un petit peu plus systématisées, puisque l'essor de l'immunothérapie fait qu'on a de plus en plus de patients qui sont présents aux urgences. Ce qu'on fait également, c'est qu'on a développé une prise de sang systématisée pour les patients qui viennent aux urgences sous immunothérapie. Donc, peu importe les symptômes qu'ils présentent, on leur demande de prescrire cette prise de sang d'emblée, parce qu'il y a pas mal de symptômes peu spécifiques qui peuvent correspondre déjà à une toxicité de l'immunothérapie. Pensez à la fatigue, de l'hypotension, des palpitations, voilà, de la dyspnée qui peut orienter vers une ou plusieurs toxicités. Et parfois, ce n'est pas toujours évident. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a systématisé pour justement avoir une action également de dépistage au moment du passage aux urgences. Parfois, ça permet de rattraper certaines choses. Tous les oncologues n'ont pas vu l'immunothérapie arriver en même temps dans les maladies qui suivent. Et donc, certains ont beaucoup d'expérience. On pense au mélanome au poumon, d'autres un peu moins d'expérience, comme dans l'ovaire ou d'autres cancers où ça se développe seulement, en colorectal par exemple également. Donc voilà, on est confronté à différentes choses. Donc ici, on essaie de développer cette expertise chez nous, d'être systématique. Voilà, je vais voir s'il y a encore autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça. Et également, le dernier point important aussi, c'est que, vu qu'on est un hôpital universitaire, on a pas mal de projets de recherche qui sont parfois translationnels. Et donc, on aussi, quand on a des patients qui se présentent aux urgences, on essaye avec une toxicité qu'on a identifiée, on demande et on systématise un petit peu la réalisation de prises de sang qui vont après aller vers la recherche et qui permettent après de développer des projets de recherche translationnels, longitudinaux. On peut évaluer soit les patients dès la baseline, voir s'ils développent des toxicités, mais également lors de la toxicité, d'avoir une évaluation, par exemple, des cytokines ou bien des populations lymphocytaires. Ça, on va un peu en reparler. Mais donc, ça aussi, on a un esprit de systématisation pour récupérer des patients. Donc, comme on a déjà dit un petit peu, la salle conventionnelle, les patients vont aux urgences et puis ils vont soit aller en salle conventionnelle, là c'est le B18, c'est le nom de notre unité, ou c'est le Dr Wolf qui s'occupe. Et puis, effectivement, on a l'unité de diagnostic et d'orientation, si vous voulez, c'est un peu comme un post-urgence. C'est Willy avec des chambres individuelles dans lesquelles on a du monitoring en continu. Donc, à l'heure actuelle, vu comment on est staffé, on ne peut pas se permettre de faire vraiment du middle care comme vous pouvez avoir des USIC ou des USIC et des choses comme ça. Mais pour l'instant, on fait vraiment plutôt du monitoring rapproché de ces patients qui ont 60% des FiO2 pour une pneumonie, des choses comme ça. C'est juste qu'on préfère garder proche de soi. Un patient qui a une myocardite peu sévère, on préfère les garder proches de nous au moniteur cardiaque plutôt qu'en salle conventionnelle. Et voilà, ça, je pense que c'est pas mal. Donc, on regarde un petit peu le trajet de soins des patients. Qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on essaie de faire, surtout, ce qu'on a essayé de développer, c'est de développer un peu ce bilan pré-immunothérapie pour notamment pas tous les patients, parce que je pense que ce serait impossible de voir tous les patients avant l'immunothérapie, mais en tout cas, on essaie d'anticiper pour certaines catégories de patients les événements indésirables. Donc, il y a certaines catégories quand même de patients qui ont sont plus à risque de développer des toxicités. On pense à la double immunothérapie, on pense à certains cancers comme le thymome, on pense éventuellement aux patients qui ont des gros facteurs de risque cardiovasculaire pour la myocardite. Il y a plein de petits exemples comme ça et on est occupé à développer ça. Pour les patients qui ont des maladies auto-immunes, qui soient sous traitement ou sous traitement très léger, on essaie quand même de les voir également avant l'immunothérapie. On pense notamment au psoriasis, qui a une maladie qui a tendance à beaucoup exacerber sous immunothérapie et qui parfois est un motif d'interruption ou d'arrêt du traitement. Et donc, on essaie de les voir au préalable, déjà au préalable prévenir les patients, parce que je pense qu'il y a toute la partie médicale, mais aussi toute la partie prévenir les patients du risque d'effets secondaires, et ça, c'est important aussi. Et puis, pour les maladies un petit peu plus sévères qui sont déjà sous immunosuppresseurs, ce qu'on essaie un petit peu de faire, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut soit diminuer, soit arrêter les immunosuppresseurs. Parfois, on change
de classe d'immunosuppresseurs avant de mettre de l'immunothérapie pour que ce soit compatible. Donc là, il y a assez peu de données de la littérature. On essaie toujours de faire un peu le mieux qu'on peut avec les quelques données qu'on a. Et ça, on sera ravis d'en discuter avec vous par la suite. Peut-être ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a essayé de développer, c'est pour les patients typiquement au mélanome, hein, c'est une clinique pilote avec qui on essaie de beaucoup de travailler pour l'instant. Pour la double immunothérapie, finalement, on s'est rendu compte que pendant les 4 premières injections de double immunothérapie, les voit de manière assez rapprochée, ce qui est logique pour détecter les toxicités. Et on se rend compte que finalement, dans la 2e et la 4e consultation, les oncologues ne font pas grand-chose. Ils regardent la prise de sang, c'est plutôt une consultation, c'est peut-être mal exprimé, une consultation où justement on s'intéresse aux toxicités et donc on a proposé un suivi alterné avec les oncologues où finalement c'est une fois l'oncologue, une fois l'interniste qui le voit. Et donc surtout pour le début, pour justement être plus sensible sur les toxicités, les dépister et proposer des prises en charge particulières si les toxicités arrivent précocement, notamment dans la double immune. Donc voilà, donc ça c'est des trajectoires un petit peu particuliers pour les maladies auto-immunes, pour les patients en double immunothérapie. On essaie d'avoir un suivi plus rapproché ou bien alterné pour le dépistage. Ça, c'est de nouveau la prise de sang, je pense, baseline, qu'on demande également, on a un peu systématisé avant de donner l'immunothérapie, parce que normalement, c'est relativement bien intégré également. Ça permet parfois de détecter des anomalies qui sont passées inaperçues, une altération des tests hépatiques, tiens, pourquoi, c'est pas une métastase, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il ne faut pas faire un bilan avant de donner l'immunothérapie? Donc, c'est des choses parfois qu'on discute. Puis gérer les désimmunités, donc on remet juste cette slide-là pour montrer que toutes les maladies auto-immunes n'ont pas le même risque d'exacerbation sur les immunothérapies et n'ont pas tous les mêmes comorbidités, le même impact sur la qualité de vie du patient. Donc, il faut chaque fois réfléchir à le risque de mettre l'immunothérapie et comment adapter les traitements. Et parfois, gérer les facteurs de risque. Dans les facteurs de risque, développer des toxicités. Une que je n'ai pas parlé, c'est les médicaments. Donc, il y a cette étude assez intéressante qui montre un petit peu le odds ratio de faire une toxicité d'un certain organe en fonction de si vous avez de l'immunothérapie seule ou l'immunothérapie plus le médicament. Donc, c'est vraiment un odds ratio qui compare avec ou sans le médicament. Et donc, vous voyez que, par exemple, c'est assez marquant, par exemple, pour la myosite, c'est l'exposition aux statines. Vous voyez que le chiffre, c'est quand même 184 patients. Il y a d'autres données qui peuvent être inquiétantes, comme le vaccin influenza. Voilà, c'est aussi 29 patients, c'est peut-être à garder en tête, mais est-ce qu'il faut changer une stratégie vaccinale? Il n'y a pas encore assez de données, je pense, pour ça. Mais voilà, ça reste une des choses qu'on fait attention. On tape principalement sur les IPP et les antibiotiques, comme vous pouvez le deviner, mais peut-être qu'il faut faire attention à d'autres choses. Une fois qu'on avance dans le bilan, évidemment, pourquoi est-ce qu'on est souvent sollicité, on va dire, c'est pour la gestion des toxicités, le diagnostic ou le traitement. Évidemment, ce qu'on essaie de faire, c'est de diminuer, ces dernières années, de diminuer un petit peu la corticothérapie, pas donner de trop grosses doses de corticoïdes. Ce qu'on essaie de faire, c'est de donner des thérapies locales, notamment des corticoïdes parfois topiques au niveau hépatique, ou bien au niveau digestif, au niveau cutané. Alors, on essaie de limiter l'exposition aux stéroïdes pour notamment diminuer les effets secondaires, ça on connaît bien, mais potentiellement aussi l'impact sur l'efficacité de l'immunothérapie. Et évidemment, il reste toujours la question du re-challenge. Et donc là, c'est vrai que, notamment, là, je reprends l'exemple du mélanome, très peu d'options thérapeutiques. Soit ils sont BRAF mutés, soit ils ne le sont pas. S'ils ne sont pas BRAF mutés et qu'ils progressent sous immunothérapie, s'ils font une toxicité sous immunothérapie, pardon, on se pose assez rapidement la question du re-challenge. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retente, on ne retente pas? Quand il progresse, est-ce qu'on essaie d'escalader? Il avait une monothérapie, est-ce qu'on passe quand même une double immunothérapie? Mais il a fait telle toxicité, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ose, est-ce qu'on n'ose pas? Ça, c'est un sujet qui est encore bien en développement et ça nous occupe pas mal. On essaie de faire aussi de la prophylaxie parfois, donc on essaie parfois de mettre quand un patient a déjà fait une toxicité articulaire, on veut remettre de l'immunothérapie, on met parfois alors un anti-IL6 plus de l'immunothérapie. Ça fait partie des molécules pour lesquelles on a quelques données de la littérature qui semblent rassurantes et qui semblent ne pas impacter l'efficacité de l'immunothérapie. Un petit peu, juste quelques chiffres sur l'hôpital, là où on était. Donc, c'est des données de 2016 à 2020. On a occupé à analyser les données plus récentes. On avait 451 visites de patients
sous immune checkpoint. Pour 227 patients, 451 visites, donc il y avait quand même au moins 2 fois. Et on avait quand même parmi ces patients sous immunothérapie, 12% des patients qui venaient pour une toxicité de l'immunothérapie, principalement des colites, des toxicités endocriniennes quand même, hein, c'est assez fréquent, ça vous savez, des hépatites, etc. Ce n'est pas des grands nombres, on ne va pas s'attarder dessus. On voit quand même que les patients qui sont référés aux urgences restent des patients qui ont des toxicités sévères. Les toxicités grades 3-4 sont quasiment 2/3 des patients. Je suppose que le reste est géré en ambulatoire, en consultation par les oncologues à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est un petit peu qu'est-ce qui est associé à un passage aux urgences pour une toxicité. Le fait d'être avoir un cancer en rémission, c'est intéressant. Si les patients ont déjà fait une toxicité, donc on sait qu'ils ont déjà fait une toxicité, on va en faire une deuxième derrière. La double immunothérapie, évidemment, sort aussi comme variable. Juste une petite donnée, mais c'est sur peu de patients. La mortalité a l'air moins élevée si les patients font des toxicités de l'immunothérapie. Peut-être à pondérer en fonction du type de toxicité, du timing de la toxicité, de la prise en charge de cette toxicité également. Donc, ça reste des données qui permettent de discuter maintenant plutôt que de prendre ça au pied de la lettre. Ok, je vais passer le relais à Louis. Merci. Bonjour à tous. Pour cette deuxième partie, je vais aborder quelques outils qu'on a mis en place et puis une partie de recherche aussi. Le temps avance un petit peu. Le premier point, et c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps cette année qui s'est écoulée, c'est l'élaboration de guidelines internes, c'est-à-dire pour les praticiens, pour les oncologues, pour les médecins en formation, une sorte de marche à suivre lorsqu'ils font face à une question liée aux immunothérapies et notamment une suspicion de toxicité. On prend ici l'exemple des diarrhées et des entérocolites. Donc, ils ont accès à un fichier en interne. Et sur ce fichier, on prend quelques points généraux, parce qu'en fait, les questions qu'on a souvent en tant qu'interniste, c'est des questions sur le bilan pré-immunothérapie, le bilan pré-immunosuppression, les corticostéroïdes. On revient un petit peu là-dessus, et ça, c'est disponible pour eux. Et la deuxième chose, c'est une marche à suivre face à un problème auquel ils font face, qui s'inspire fortement des guidelines officiels, connus. Et l'avantage, c'est que comme c'est en interne, on a pu prendre quelques libertés et puis avancer un petit peu dans des données plus récentes pour se mouiller un peu plus, pour des fois traiter moins, pour des fois traiter un petit peu différemment. Ici, ça reprend donc dans les diarrhées les choses à mettre en place, ce qui nous facilite aussi lorsque le médecin va faire face à une toxicité ou une suspicion. Il va nous l'envoyer en consultation. Avec ce document, il pourra déjà mettre en place quelques prises de sang, des récoltes de sel, d'urine, des choses comme ça. Dans l'exemple des diarrhées, vous voyez que ça reprend les choses assez classiques. On ne revient pas sur les thèmes que vous connaissez déjà, mais notamment, on va placer le spécialiste assez en amont, mettant en lien les gens avec des numéros de téléphone, avec le fait que nous, on se rend fortement disponible par email et par téléphone, parce que toute une partie se passe le soir, et on doit pas forcément, ça ne nécessite pas forcément un appel, mais ils peuvent nous écrire. La deuxième chose, c'est que par exemple, ici, on a passé l'Ontocor to Keeper, donc des corticostéroïdes topiques, assez vite dans la prise en charge. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait partout. Avec les spécialistes, on a convenu qu'on allait assez vite aux examens des tissus. Dans ce cas-là, c'est une coloscopie gauche qui peut être faite rapidement lorsque les gens sont hospitalisés, qui n'a pas besoin de préparation totale. Et puis le placement de certaines molécules. Donc ça dépend aussi un petit peu des particularités belges. Dans ce cas-là, c'est l'infliximab. Les internistes, nous, on a eu accès cette année avec un remboursement assez large pour les anti-TNF. Et donc ça fait partie de cet arsenal. Le deuxième point, le deuxième outil dont Maxime a parlé tout à l'heure, c'est l'élaboration d'une prise de sang standardisée. Et donc, qu'on propose, et les gens ont ce réflexe, et donc ils ont accès avec 2-3 clics à un truc qui reprend les choses principales, pour ne pas oublier les CK, les troponines et tout ça. Et le gros avantage de ce type de choses, c'est que ça homogénéise la prise en charge, c'est qu'on peut à la fois, du coup, capter des éléments qui seraient peut-être pas possible à l'anamnèse ni à l'examen physique. Et la deuxième chose, c'est d'homogénéiser lorsqu'on va faire nos études rétrospectives et qu'on revient dessus et qu'on regarde un petit peu ces taux de troponine, ces taux de CK en amont, et on tombe sur des choses qui peuvent être intéressantes pour la suite et pour plus tard. Deuxième point, c'est l'aspect recherche. Donc, on a 2 labos chez nous qui bossent, enfin, il y a plusieurs labos, mais il y en a 2 en particulier dans l'immunothérapie, en immunologie et dans les comportements des métastases. Et on peut mettre un peu en place des projets avec plein de questions qui vous concernent probablement aussi, notamment qui va répondre, qui va faire des tox, la fameuse question. On a une étude qui existe déjà depuis 2022, très simple.
ils prennent les patients immunothérapie associés ou non, et puis en fait, l'avantage, c'est qu'il y a pas mal de prises de sang qui vont être faites d'emblée, donc avant l'immunothérapie, et puis au moins 3 fois durant l'immunothérapie, et à chaque tox. Et comme on a ce rapport assez proche avec les urgences, la grande difficulté, c'est quand il y a la myocardite qui débarque le dimanche. Les 2 dernières, on a réussi à avoir des prises de sang juste avant de boluser le patient. Et donc, c'est assez chouette d'avoir ces données, ces datas pour pouvoir les analyser avant l'immunosuppression. Et à partir de ces études qui sont assez intéressantes, on peut revenir dessus. Ma thèse à moi, par exemple, c'est sur la chronothérapie. Et donc, j'ai pu revenir sur ces données et puis me dire, OK, ces gens, quand ils sont perfusés à une certaine heure, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ont une première perfusion plus tôt le matin, lorsqu'on regarde à 3 mois, ils ont des populations qui vont se comporter de façon différente. À 3 mois, juste avec la première perfusion. Ça, c'est un autre exemple de travail qu'on est en train de faire. C'est donc des patients sous mélanome, sous immunothérapie. Assez simple, on fait 2 groupes. Des gens traités le matin, des gens traités l'après-midi, puis on regarde ce qui va venir, on fait une biopsie d'office. C'est un exemple d'étude qui est mis en place. Et une question, comment on découpe les réponses et toxicité, cette fameuse question qu'on aime beaucoup et qui nous pousse à faire plein de choses et d'avoir plein d'idées. Et là, ce sont des exemples de projets qu'on a en cours. On vous les met ici aussi parce que l'idée, c'est d'avoir un peu parfois vos inputs et discuter aussi en off. On avait déjà discuté avec Romain pas mal de choses. Des exemples, tout simplement d'écrire des cas, donc une thrombopénie sous immunothérapie, et si on ose aller mettre des agonistes, la thrombopoïétine, on est en train d'écrire quelques cas là-dessus, parce qu'il y a le risque qu'il y ait des thromboses, c'est un peu le warning, c'est pour ça qu'on ne sait pas trop, mais en même temps, ça peut économiser de l'immunosuppression. Et puis après, on avance dans les projets, il y en a d'autres, caractériser par exemple les bibliothérapies, on n'a pas encore énormément de données là-dessus, dans l'immunothérapie, caractériser en fait les patients qui ont des immunités préexistantes, donc qui entrent avec une auto-immunité dans l'immunothérapie, tous ces gens qui ont été exclus des études, qu'il en devient en études de vie réelle. Beacon, vous voyez, c'est une étude où on va regarder prospectivement la présence des auto-anticorps chez ces patients avec le devenir endocrinien. Et puis, ça va être super chouette aujourd'hui parce qu'on a un topo sur les troponines, et du coup, on se réjouit de pouvoir en discuter. Troponine D, troponine I, c'est des choses qu'on a envie de savoir un petit peu plus. Et puis, enfin, élaborer un score prédictif des colites réfractaires, donc ces colites qui ne vont pas répondre. Qu'est-ce qui fait qu'elles ne répondent pas sur le plan du tissu et sur le plan aussi de la prise de sang? Chaque fois et à chaque étape, il y a cet organe national avec Maxime, on essaie beaucoup y participer, c'est Marthe et Sandrine Aspeslac qui ont élaboré ça, Marthe va en parler maintenant. Donc à chaque étape, au début, voir est-ce qu'on met l'immunothérapie, un peu plus loin, est-ce qu'on rechallenge ou pas. On a cette possibilité de solliciter et de se retrouver un peu plus un lundi sur 2 pour pouvoir en discuter, c'est important et ça on le met vraiment en avant dans nos guidelines institutionnels aussi. Je crois que l'heure avance, donc on est vraiment content d'être là pour en discuter avec vous. Merci beaucoup. Marthe, je pense que c'est ton tour. Et là, vous voyez une partie de notre équipe avec des spécialistes aussi qui sont un peu au courant des spécificités des toxicités des immunothérapies. Et c'est chouette parce que quand on a leur téléphone et qu'on les appelle, ça va un peu plus vite. Donc, moi, je suis Marthe Vraert, je suis oncologue médicale. Je vais enchaîner avec l'histoire un peu plus nationale. En Belgique, on s'occupe des toxicités parce que c'est vrai que l'Institut Jules Bordet, c'est un peu la situation idéale, mais c'est pas vraiment la situation dans tous les hôpitaux en Belgique. C'est le seul hôpital oncologique spécifique en Belgique et donc le reste, on est un peu plus perdu parfois. Donc, c'est pour ça que mes conflits d'intérêts ne sont pas très intéressants, mais c'est important à mentionner que Bitox est sponsorisé par des équipes pharma et on est très grateful pour ça. Donc, comme vous le savez déjà, évidemment, ça, c'est pas nouveau pour vous, mais vous savez que l'immunothérapie, ça vient avec un prix de toxicité et on a plein de guidelines sur comment est-ce qu'il faut diminuer cette hyperactivité immunitaire. Mais tous ces guidelines sont assez basés sur des opinions d'experts, mais le moment où les guidelines ont été écrits, il n'y avait pas trop d'experts là-dessus. Et mener des études prospectives en grands chiffres, c'est très compliqué dans cette population. Donc en mars 2021, donc presque il y a 5 ans, Sandrine Aspeslac, qui est là sur la photo, est mon superviseur de thèse, elle a monté BITOX, donc le Belgian Multidisciplinary Immunotoxicity Board,
vraiment un réseau national pour discuter des cas, un peu comme vos RCP locales, mais l'avantage en Belgique, c'est qu'on est petit, donc on peut faire ça au niveau national avec un peu les mêmes chiffres, je pense, que vous au Grand Est. Vraiment pour partager les expériences, pour enregistrer les cas aussi, pour créer un filet de sécurité pour les patients et pour identifier aussi des questions de recherche qui sont pertinentes. Parce qu'il faut toujours nous demander c'est quoi l'impact oncologique de notre traitement immunosuppresseur, c'est quoi la sécurité des checkpoint inhibiteurs en cas de dysimmunité. Donc, cette dysimmunité, mes collègues ont déjà parlé là-dessus. Donc, c'est tous ces patients qui n'ont pas été inclus dans les études d'enregistrement parce qu'ils avaient une frêleté, ils avaient une maladie auto-immune, ils avaient des infections chroniques, des traitements immunosuppresseurs. Mais comme vous le savez aussi, les maladies auto-immunes, les traitements immunosuppresseurs, ça peut prédisposer les patients à développer un cancer, surtout par exemple les cancers de la peau pour lesquels l'immunothérapie est une de nos seuls traitements. Donc c'est très important de s'occuper de ces patients spécifiques. Il faut toujours se demander qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont un traitement immunosuppresseur de base avant de commencer une immunothérapie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut augmenter leur immunosuppresseur pour éviter des poussées ou est-ce qu'il faut diminuer ça pour maximaliser les chances de répondre sur l'immunothérapie? Tout ça, il faut qu'on en discute ensemble parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est l'oracle qui sait tout. Donc, comment est-ce que nous, on fonctionne? Donc, on fait partie de la BSMO, donc de la Société belge d'oncologie médicale. Et sur le site web de la BSMO, il y a cette lien de Bitox où les gens peuvent cliquer sur Submit a Case. Ça prend 5 minutes de juste copier-coller parce que j'ai dit que l'avantage de la Belgique, c'est qu'on est petit. Le désavantage, c'est qu'on parle 3 langues. On a le flamand, le français, une partie qui parle allemand. Mais tout le monde peut vraiment soumettre les cas dans sa propre langue. On fait, au style typique belge, faire des compromis. On fait les réunions en anglais, mais on peut passer vite en d'autres langues si nécessaire pour vraiment prendre le moins de temps possible des médecins qui travaillent et pour rendre un service assez rapide. Donc, on discute des cas, des diagnoses compliquées de toxicité, de la prise en charge des toxicités compliquées, donc aussi dans ce moment aigu, et la sécurité de commencer une immunothérapie en cas de dysimmunité. Des re-challenge, on en discute aussi. Et donc, on fait des réunions 2 fois par mois par Teams. Donc, ça, encore une fois, c'est comment on fonctionne. On a une fois regardé les 3 premières années, ce qu'on a récolté comme données. Et j'ai fait un petit update. Donc, entre mars 2021 à novembre, maintenant, on a eu 442 soumissions de 140 différents médecins. On a eu 113 réunions. Et c'est un peu bousculé, mais on n'a pas que des oncologues médicaux qui soumettent des cas, mais aussi des spécialistes d'organes. Ça peut être des oncologues digestifs ou des pneumo-oncologues qui sont des spécialistes d'organes en Belgique souvent, mais aussi par exemple un rhumatologue, un cardiologue qui reçoit un cas avec une suspicion de tox, eux aussi ils peuvent soumettre des cas. Et on reçoit des cas des hôpitaux universitaires et généraux. Et ça, c'est un peu la distribution. Nous, on est situé à Bruxelles et on a fait d'abord beaucoup de topos à Bruxelles et en Flandre. Donc, ça est un peu reflété par le nombre de soumissions par cette province. Mais en Wallonie, on commence de parler beaucoup plus là-bas aussi parce que les hôpitaux en Wallonie, c'est un peu différent qu'en Flandre. Parfois, les hôpitaux sont plus loin l'un de l'autre. Il y a vraiment moins ce réseau local pour pouvoir consulter des spécialistes d'organes. Donc, on veut vraiment aider là aussi. La plupart des médecins qui soumettent un cas sont présents durant la réunion pour présenter le cas, mais aussi en absence, on peut discuter le cas.
et envoyer nos recommandations si on a assez d'informations. Et aussi, on fait cette réunion 2 fois par mois. Et entre-temps, le moment où le cas est soumis, on commence déjà à l'envoyer à tout notre réseau pour en parler déjà par mail parfois. S'il y a des choses un peu plus urgentes, il ne faut pas qu'on attende la prochaine réunion. 30% des médecins qui soumettent un cas soumettent plus qu'un cas. Il y a une moyenne de 1,85 cas par médecin. Donc, ça montre un peu que le moment où les médecins ont trouvé le chemin à Bitox, ils sont quand même contents de la service. On interprète comme ça. Donc, on discute la plupart des toxicités, mais aussi en 20% des cas, les dysimmunités, en presque 40% des cas, la question de re-challenge. Ce qui est intéressant, c'est que malgré leur rareté absolue, la plupart des toxicités qu'on discute dans les réunions Bitox, ce sont des toxicités neurologiques. Parce que là, il persiste quand même toujours beaucoup de questions au niveau diagnostic, au niveau traitement. Et beaucoup de patients qui sont discutés présentaient au fait des comorbidités des immunes, donc des maladies auto-immunes, des histoires personnelles de toxicité, aussi des transplantés d'organes. Donc, notre expérience est vraiment qu'avoir un comité national virtuel comme ça, c'est réalisable, c'est très accessible et on commence à identifier des questions de recherche pertinentes. Ce qui est un peu plus difficile, c'est que c'est juste moi et Sandrine, on est tous les deux oncologues médicaux, on travaille à plein temps et on essaye vraiment d'avoir ce service assez rapide, mais on est que 2 personnes, on prend parfois aussi congé, on est très heureux d'avoir l'aide de ces 2 internistes qui sont présents ici. Mais on commence à avoir peut-être un petit soutien administratif à partir de quelques mois, donc ça aide déjà. Donc les perspectives, on a toujours des rêves, on est en train de collaborer au niveau européen avec l'European IO Toxicity Group, au niveau global avec un groupe qui fait quelque chose pareil aux États-Unis, Aspire. Et on a finalement commencé de collecter les données de suivi parce qu'à partir de jusqu'en mai 2025, on collectait tous les cas qu'on a discutés, mais après qu'on a discuté, on a la recommandation. On ne sait pas toujours comment le cas se déroulait. Donc ça, on a commencé maintenant automatiquement, après avoir soumis un cas, REDCap, qui est le dossier qu'on utilise au niveau électronique, envoie un mail après 1 mois, après 4 mois et après 7 mois pour savoir est-ce que le patient est encore vivant, est-ce que vous avez implémenté la recommandation et c'est quoi l'évolution au niveau oncologique, au niveau de la toxicité ou de la dysimmunité. Comme ça, on veut aussi apprendre évidemment le valeur de nos avis et le déroulement ou l'évolution naturelle de certaines toxicités hyper complexes où on n'avait pas vraiment beaucoup de données avant. Je vais synopsier toutes ces données qu'on a déjà au niveau suivi pour le congrès ESMO Immuno-Oncology qui aura lieu en décembre. Peut-être je vais pas parler dessus, mais on essaie aussi d'optimaliser le traitement par checkpoint inhibiteur au niveau médicaments, au niveau nutrition. Je suis contente d'en parler peut-être après. Et je veux juste encore remercier toute l'équipe parce que c'est vraiment important de noter que Sandrine et moi, on facilite la discussion, on est là pour trouver les gens pour en parler ensemble, mais il n'y a pas un expert, c'est pas un board de experts où on demande la question et nous on donne la réponse. Non, c'est vraiment ensemble. Il y a parfois des gens en entraînement qui peuvent venir avec une idée qui nous rafraîchit, qui peut aider. C'est vraiment cette force d'être ensemble, de parler sur les cas et de trouver les solutions meilleures dans une zone où on n'a pas beaucoup de données strictes. Voilà. Donc, avec ça, je vous remercie. Alors, je vais vous rappeler que l'immunothérapie sous-cutanée
fait, elle n'est possible que grâce à l'adjonction d'une enzyme qui va permettre de déconstruire la matrice intracellulaire, enfin intercellulaire sous-cutanée grâce à la hyaluronidase, qui est cette enzyme qui va détruire les glucosaminoglycanes. C'est cette enzyme qu'on retrouve chez l'humain, chez l'animal, notamment au niveau des spermatozoïdes, qui permet l'entrée en fait dans l'ovocyte. Et donc cette enzyme, elle existe depuis de nombreuses années puisqu'elle a été commercialisée depuis plus de 10 ans dans d'autres spécialités qui sont arrivées aussi par voie sous-cutanée, comme le rituximab, comme aussi des immunoglobulines comme IQVIA, et qui permet d'administrer par voie sous-cutanée ces médicaments. Donc, elle permet de modifier les paramètres pharmacocinétiques, notamment l'absorption, le délai d'administration, enfin le délai d'absorption comme le Tmax, le Cmax aussi. Mais on retrouve une plus grande variabilité interindividuelle avec cette voie d'administration, avec aussi les biodisponibilités de cette forme sous-cutanée qui est variable entre 50 à 100%. Et grâce à cette enzyme, la tolérance lors de l'administration sous-cutanée va provoquer des effets indésirables locaux qui sont d'intensité peu grave, mais qui vont de l'érythème à la douleur, l'association de brûlure, l'induration et l'éruption cutanée. Donc, les immunothérapies inhibiteurs de checkpoint qui sont arrivés sur le marché sont d'abord l'atezolizumab, avec une première étude de phase 1B3 qui a permis de montrer qu'au niveau pharmacocinétique, c'est l'injection dans la cuisse qui permet d'avoir les meilleurs résultats par rapport à une injection dans l'abdomen, avec ici, par rapport à l'injection par voie intraveineuse de 1200 mg, la modélisation a montré que des doses d'administration par voie sous-cutanée de 1600, 1800, 1875 et 2000 permettaient d'avoir des AUC qui étaient égales ou supérieures à la dose à 1200 mg. Donc, à chaque fois, pour ces administrations sous-cutanées qui nécessitent une enzyme supplémentaire, la recherche, à juste titre, d'auto-anticorps est nécessaire. Et même si, effectivement, des anticorps peuvent être présents, en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'impact clinique sur la présence d'auto-anticorps liés à la voie d'administration sous-cutanée. Donc, c'est dans cette phase 1B3 qui a permis d'attribuer l'AMM à l'atezolizumab sous-cutané. Les études ont montré, en termes d'efficacité, une équivalence sur la survie sans progression, avec la courbe en bleu, l'atezolizumab sous-cutané, et en rouge, l'atezolizumab intraveineux, et qui a montré aussi dans différentes études qui ont été réalisées dans différents organes, que la voie sous-cutanée, qu'elle soit réalisée en monothérapie ou en adjonction à la chimiothérapie, permettait d'avoir des concentrations résiduelles au moins équivalentes. On voit que, effectivement, en fonction des organes, on arrive à avoir les mêmes taux, enfin des taux de variation sérique qui sont à peu près équivalentes, mais que la variabilité quand même est assez importante. Donc, ce qui a conduit à une AMM avec une dose qui est assez élevée par rapport à toutes les doses qui ont été testées dans la phase 1-2, avec une administration de 15 ml en 7 à 9 minutes, qui a conduit à l'AMM pour la première ligne en association dans le cancer bronchique, en association aussi dans le petite cellule au carbamate opposite et dans le CHC en association au bevacizumab. Donc, la deuxième immunothérapie qui va arriver, qui est en France, qui est le nivolumab par voie sous-cutanée avec une administration à 1200 mg par 4 semaines. Donc, c'est l'essai CheckMate 8KX qui a permis, dans une phase 1-2, une escalade de doses, dans un modèle de pharmacocinétique bayésien, d'évaluer la pharmacocinétique de l'administration par voie sous-cutanée de 3 doses à 720 toutes les 4 semaines, 960 et 1200 mg toutes les 4 semaines versus 3 mg kg tous les 15 jours, qui est l'administration AMM en poids, versus une administration qui a été une dose qu'on n'utilise jamais en pratique, qui est à 10 mg kg tous les 15 jours, qui était l'administration maximale qui avait été évaluée dans des études de phase 1 pour la voie IV. Donc ici, on retrouve pour le nivolumab les concentrations moyennes résiduelles.
où pour la dose IV qui est à l'AMM, on retrouve, quelles que soient en fait les posologies, des doses équivalentes se rapportant au poids des patients, avec en rouge des poids inférieurs à 65, en vert des poids entre 65 et 90 et en bleu des poids supérieurs à 90 kg. Donc on voit que effectivement, déjà avec la dose à 720 mg toutes les 4 semaines, on a des doses équivalentes à 3 mg kg toutes les 2 semaines par voie intraveineuse. Donc il y a l'étude Checkmate 8T qui est l'étude d'évaluation d'efficacité de la voie sous-cutanée du nivolumab versus la voie IV, où on retrouve au niveau des concentrations moyennes, en rouge le nivolumab sous-cutané et en bleu le nivolumab par voie intraveineuse, avec des concentrations sériques moyennes supérieures pour la voie sous-cutanée. En termes de survie sans progression, on observe une équivalence d'efficacité. Et en termes de survenue d'anticorps anti-médicaments, que ce soit sur la voie sous-cutanée par rapport à IV, on retrouve effectivement une présence qui est normale, une présence plus importante d'auto-anticorps, mais cela n'a pas d'impact, ce n'est pas lié en fait à des concentrations sériques. En termes de tolérance, il y a très peu de patients qui ont été évalués avec des tolérances connues avec des douleurs chez un tiers des patients, des douleurs ou des réactions au point d'injection. Et dans l'étude en fait qui a été menée, on voit que le temps d'administration effectivement est réduit de 4 minutes par la voie sous-cutanée versus 30 minutes. Et avec plus d'interruptions de dose pour la voie IV, mais qui effectivement est une administration par 15 jours versus une administration mensuelle. Donc on peut penser que les arrêts de traitement en fait étaient détectés plus tôt avec l'administration tous les 15 jours, d'où les arrêts de traitement plus fréquents. Donc l'AMM européenne pour le nivolumab va arriver dans toutes les indications, sauf en association à l'ipilimumab. Donc une administration avec soit 600 mg par 2 semaines ou 1200 par 4 semaines, ce qui effectivement qui est la dose la plus élevée qui a été évaluée dans les phases 1-2, avec une injection en 5 à 10 minutes, en 3 à 5 minutes. Donc le pembrolizumab sous-cutané aussi devrait arriver l'année prochaine sur le marché français, avec une phase 1 qui a été menée pour évaluer la pharmacocinétique d'une voie sous-cutanée à 790 mg toutes les 6 semaines ou 390 toutes les 3 semaines, avec une autre hyaluronidase qui est la béra-hyaluronidase alpha, qui a montré que avec les concentrations plasmatiques d'administration de la forme sous-cutanée versus la forme IV, on arrivait à avoir des concentrations équivalentes. Et dans la phase 3, on a montré aussi que les concentrations résiduelles du pembrolizumab, comme pour les autres sous-cutanés, ont été supérieures à celles du pembrolizumab administré par voie intraveineuse. De même, aussi, en termes d'AUC, on a des AUC qui sont supérieurs pour la voie sous-cutanée en raison de la dose qui est administrée. En termes d'efficacité, l'efficacité de la forme sous-cutanée est superposable à l'efficacité en termes de survie sans progression pour la forme IV. Et en termes de tolérance, on retrouve les mêmes données concernant les douleurs au point d'injection et la présence d'auto-anticorps de façon plus importante, mais sans impact, en tout cas sur le court terme. Donc l'AMM du pembrolizumab en sous-cutané sera dans toutes les indications à une dose de 390 mg par 3 semaines sur une durée de 1 minute ou de 790 mg par 6 semaines sur une durée de 2 minutes. Il y a un autre inhibiteur des récepteurs PD-1 qui devrait aussi être commercialisé en France. En tout cas, au moins peut-être en accès précoce, puisqu'il est en cours d'étude par l'HAS dans le cadre d'un accès précoce, qui est le sasanlimab, qui a été évalué dans le cadre d'une phase 1 dans le cancer de la vessie, qui n'envahit pas le muscle. Avec ici, vous avez les concentrations du sasanlimab avec des valeurs résiduelles ici au cycle 1, ici au cycle 4, avec en orange la dose par voie intraveineuse et
enfin 3 doses par voie intraveineuse, même 4 doses, pardon, et une dose par voie sous-cutanée, qui est la dose en bleu ciel. Et on s'aperçoit que la dose sous-cutanée est équivalente en termes de concentration résiduelle aux doses en tout cas intermédiaires pour la voie intraveineuse, et qu'en termes d'administration répétée, on a une légère accumulation, puisque ici vous avez une échelle logarithmique, et donc on a une augmentation d'environ 3 des concentrations résiduelles de toutes les voies d'administration, et en particulier la voie sous-cutanée. Donc là, c'est une étude qui, par rapport aux autres études de pharmacocinétique, elle a évalué aussi la quantité de CD8 qui était disponible, et qui avait une forme, on va dire, bloquée par le récepteur. Et on se rend compte que quelle que soit la dose, y compris la plus faible dose, les récepteurs, en fait, sont bloqués par les anticorps. Donc, l'étude qui a évalué l'efficacité du sasanlimab dans le cancer de la vessie avec une administration de 300 mg sous-cutanée par 4 semaines, donc n'a pas été évaluée versus une forme intraveineuse, puisqu'elle n'est pas commercialisée, mais ils l'ont évaluée versus le standard of care qui est la BCG-thérapie en induction et en maintenance. Et donc, les données qui viennent de sortir montrent que pour l'instant, à 48 mois, la survie globale est équivalente, et qu'il y a une différence significative sur la survenue d'événements dans le cancer de la vessie localisé. Les études qui sont en cours de réalisation et qui évaluent d'autres immunothérapies, inhibiteurs de checkpoint dans le cancer, sont l'association nivolumab-relatimab en sous-cutané, puisqu'il existe déjà actuellement sous forme IV, et il est indiqué dans le mélanome pour les patients en première ligne qui ont un PDL1 inférieur à 1%. Il y a aussi une association de ipilimumab, nivolumab dans différentes tumeurs qui est évaluée dans une voie sous-cutanée par DMS. Astra a développé un essai pour du durvalumab sous-cutané dans le cancer bronchique, dans la petite cellule et à petite cellule, mais la phase 1 a été terminée, mais la phase 2 a été suspendue à la demande par Astra. Et il y a un autre anti-CTLA4 qui est en évaluation pour une administration sous-cutanée dans différents cancers métastatiques. Alors, j'ai choisi aussi de vous présenter un article que je trouve extrêmement intéressant, qui est mené par l'équipe de Benjamin Bess à l'IGR sur les stratégies de désescalade, parce que les données concernant la relation dose-efficacité pour les anti-PD-1 et les PD-L1, on a montré en fait qu'il y avait un plateau lorsque les récepteurs étaient saturés, que la demi-vie des anticorps, comme tous les anticorps, est d'environ 3 semaines, et qu'avec cette fixation sur les récepteurs, on estime à 2 mois d'efficacité. Les doses qui ont été menées dans les essais de phase 1 pour les voies intraveineuses étaient déjà des doses assez supérieures à des doses efficaces. Que lorsqu'on est passé à dose fixe, ça a été défini pour des poids de 80-100 kg, donc qui a conduit à une majorité surdosage pour les patients de moins de 80, ce qui génère aussi forcément un surcoût pour nos systèmes de santé. Et l'intervalle entre les cures pourrait permettre d'avoir, en fonction avec la demi-vie, des intervalles qui sont plus longs. Par ailleurs, dans beaucoup de localisations, il n'y a pas de durée de traitement par l'immunothérapie qui a été validée par des essais. Et la plupart du temps, les patients qui étaient répondeurs à 2 ans étaient déjà en fait en réponse complète ou en réponse partielle à 6 mois. Et lorsqu'on passe à la dose sous-cutanée, là, je vous ai montré que les doses sous-cutanées étaient des doses aussi supérieures aux doses intraveineuses, qui elles-mêmes étaient déjà les doses les plus importantes. Donc, on a des doses, en fait, pour les patients qui sont administrées, qui sont largement supérieures à ce qui pourrait être nécessaire. Donc, est-ce qu'on a des études, en fait, pour nous montrer qu'on pourrait faire de la désescalade? Donc, il y a 3 stratégies de désescalade. Ça pourrait être la diminution de dose,
il y a une étude indienne, une équipe indienne qui a montré en 2023 que le nivolumab de la chimio à 20 mg était aussi efficace qu'à 200 mg. Il y a des études, ça c'est une étude rétrospective, il y a des données rétrospectives qui ont montré que des réductions de dose de 50% étaient non inférieures en faisant une adaptation en fonction du poids. Ça permettait un gain financier. Donc, ce sont des Danois qui travaillent beaucoup sur ce sujet. Et il y a une étude dans le cancer bronchique de la cellules qui s'appelle Dedication, qui est en train d'évaluer le pembrolizumab avec des réductions de dose de 50%. L'autre stratégie serait d'espacer les intervalles de cure. Alors, il y a l'essai PULSE qui est dans le cancer bronchique de la petite cellule, ainsi que l'essai REFINE qui évalue des traitements chez des patients qui sont répondeurs, donc plutôt en maintenance, avec ou sans pémétrexed, avec des espacements à 6 semaines en maintenant la même dose. Il y a aussi une étude qui a été menée avec une administration, un élargissement des administrations jusqu'à 4 semaines en fonction du poids du patient, ce qui a permis de diminuer de 12% les coûts liés à l'administration. Donc ça, c'est une étude qui a été menée, qui a validé au niveau pharmacocinétique la réduction de ces posologies en fonction du poids et qui propose un espacement à toutes les 6 semaines si les dosages résiduels sont au-delà du seuil d'efficacité qui est de 6 microgrammes ml pour la tezolizumab. Et l'autre stratégie qui est la réduction de la durée de traitement avec des études qui sont en cours avec soit du nivolumab à 1 an versus un arrêt du nivolumab à 1 an versus la poursuite, ou disciples dans le cancer bronchique de la petite cellule qui prévoit d'administrer une nivolumab pendant 6 mois jusqu'à progression, et donc qui a montré qu'il y avait une efficacité identique avec une diminution des toxicités. Et il y a des études en cours dans le cancer bronchique et mélanome qui sont dial et safe aussi pour des arrêts de traitement et des re-challenges à progression. Donc, les objectifs aussi de cette immunothérapie sous-cutanée, ça va être d'améliorer la qualité de vie des patients et d'améliorer l'efficience des systèmes de santé. Donc, en termes de résultats sur la qualité de vie des patients, Checkmate 8T a montré que la qualité de vie évaluée des patients dans le cadre d'une immunothérapie administrée par voie sous-cutanée en bleu par rapport à la voie sous-cutanée en bleu, sous-cutané en bleu et IV en vert a été équivalente jusqu'à, je dirais, un décrochage des courbes au bout de 60 semaines. Et puis, on s'est intéressé aussi aux préférences des patients qui, globalement, quel que soit le groupe et la partie dans laquelle était administrée la voie sous-cutanée, avaient une préférence pour la voie sous-cutanée plutôt que pour la voie intraveineuse. Donc, pour la tezolizumab, les études qui ont été menées pour évaluer la préférence des patients ont montré que 70% des patients avaient une préférence pour la voie sous-cutanée. Et les motifs de préférence étaient le fait qu'il reste le moins longtemps possible à l'hôpital, que dans 46% des cas, ils trouvaient que c'était plus confortable pour l'administration, que c'était dans 30% des cas moins stressant que la voie IV, et puis qu'ils avaient moins de douleur au point d'injection, dans 17%, ce qui est un petit peu étonnant. Mais, et les évaluations de la qualité de vie a montré qu'il y avait une équivalence entre les formes IV et les formes sous-cutanées. Dans l'évaluation de la qualité de vie des patients qui a été évaluée pour le pembrolizumab par l'échelle EQ5D5L a montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre la voie sous-cutanée et la voie intraveineuse, et de même pour le ORTC QLK-C30. Il n'y avait pas de différence sur le statut de santé globale, ni sur le fonctionnement physique. Et en termes de déficience des systèmes de santé, est-ce que l'immunothérapie, on pourra, peut-être c'est déjà le cas chez vous pour ceux qui le font depuis quelques années, améliorer, réduire les temps d'hospitalisation pour les patients?
En fait, pour comparer les temps d'administration, en fait, déjà, il y a une grande variabilité en fonction des pays sur les mesures de temps entre les voies d'administration IV et les voies d'administration sous-cutanées. Il y a une étude qui a évalué l'impact économique, enfin avec une modélisation pour l'administration de 100 patients traités par atezolizumab sous-cutané par an, qui permettrait de gagner 38 heures de temps de préparation pharmaceutique, ce qui me laisse rêveur, parce que c'est un gain de 23 minutes, ce qui me paraît énorme, sachant que le temps de préparation est déjà de moins d'un quart d'heure. Un gain de 522 heures pour des infirmières, ce qui permettrait de gagner 1100 heures de temps HDJ, afin de pouvoir, ce qui permettrait de remplacer par 275 heures de chimiothérapie et un gain de 126 000 € pour l'hôpital. Alors, toutes ces immunothérapies nous permettent aussi de développer la qualité de vie aussi des patients avec une administration à domicile. Donc, il y a un article 51 en France qui existe et qui a été monté par l'équipe du centre Léon Bérard avec les URPS des médecins et des infirmiers, qui permet l'administration en fait pendant 6 mois en hôpital de jour avec une éducation thérapeutique, puis ensuite des administrations à domicile qui sont réalisées par des infirmiers libéraux dans le cadre d'une HAD. Et puis nous pourrons bientôt tous aussi avoir un financement dans le cadre de l'article 50 qui a été publié l'an dernier et qui permettra d'avoir un forfait pour les centres coordinateurs qui adressent des patients en HDJ pour des traitements issus du cancer, et notamment l'immunothérapie. Donc là, j'ai mis tous les centres du Grand Est qui ont été validés par l'ARS pour pouvoir déployer cette administration en HAD, dans différentes HAD, et en ayant la rémunération de la coordination. Donc, je dirais qu'en conclusion, ces voies d'administration sous-cutanée, elles présentent plus d'avantages que d'inconvénients par rapport à la voie intraveineuse, avec une efficacité, une pharmacocinétique identique, une tolérance, je dirais globalement, en tout cas sur les effets immuno-induits identiques, une diminution du risque d'infection de thrombose du site implantable du buccal. Donc ça, ça n'a jamais été mesuré, mais je pense que c'est évident puisqu'on va moins manipuler ou plus manipuler de chambre implantable. Le gain de temps perfusion, surtout dans le cas de la monothérapie, donc ça, ce sont les études effectivement là qui ont été faites et qui déjà historiquement avec toutes les immunothérapies, enfin toutes les autres anticorps comme le rituximab, le daratumumab a montré qu'il y avait un gain de temps, une diminution des déchets, même si c'est des petites quantités, c'est toujours à garder en tête, et un moindre coût sociétal si l'administration se fait à domicile, puisqu'on va pouvoir aussi, en même temps, en améliorant la qualité de vie du patient, aussi réduire les coûts liés au transport. Et en termes d'inconvénients, je dirais que je me pose quand même les questions sur le surcoût lié à ces doses d'immunothérapie. En tout cas, en attendant l'arrivée des biosimilaires, la question c'est qu'est-ce qu'on fera si les patients sont sous immunothérapie sous-cutanée? Est-ce que quand ce sera moins cher avec l'arrivée des biosimilaires, est-ce qu'on reviendra en arrière sur de l'IV? En tout cas, avec le rituximab, on se rend compte que ce n'est pas le cas, ni le trastuzumab, puisque ça améliore effectivement tellement une fois qu'on a mis en place les organisations, on ne revient plus en arrière. Et donc, peut-être que les études qui ont été menées, qui continuent d'arriver sur les réductions de doses, l'augmentation d'intervalles et les diminutions des durées, permettra aussi de limiter la survenue des effets indésirables immuno-induites en réduisant les doses auxquelles sont exposés nos patients. Et puis, le développement de l'HAD, bien sûr, avec l'année prochaine. Je pense que vous êtes tous intéressés par ce développement. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous. Du coup, je suis docteur junior en médecine interne et coordinateur de la RCP Tigre, avec ce groupe qu'on a créé en 2024. Et je voulais vous faire un retour en fait du bilan depuis qu'on a mis en place cette RCP. On a fait une première analyse sur l'année 2024 et ensuite j'ai fait un peu le résumé de toutes les données qu'on a pu accumuler au cours de l'année 2025 en plus, et je vous fais une petite comparaison du bilan qu'on a fait. Donc tout d'abord, juste pour faire un retour sur notre réseau, comment on l'a mis en place et
correspond entre le réseau et la RCP. Donc en fait, en février 2024, on a lancé la première RCP. Et du coup, depuis février 2024, on tourne avec, sur les trois régions, avec les centres de coordinateurs Reims, Nancy et Strasbourg. Pour la mise en place du réseau, on a réussi à avoir une liste de spécialistes d'organes avec qui on travaille toutes les semaines pour ces RCP. On a à peu près 60 spécialistes d'organes référencés. L'idée, c'était d'avoir plusieurs spécialistes d'organes, parce qu'on sait qu'il y a les congés, il y a les vacances disponibles chacun. L'idée, c'est d'avoir le maximum de spécialistes disponibles possible lors de ces RCP. Surtout qu'on avait décidé de passer sur une RCP qui était hebdomadaire. Donc, il faut quand même que les personnes soient disponibles. Pour cette RCP hebdomadaire, on a décidé aussi d'avoir 2 coordinateurs par RCP. On est 9 en tout dans l'équipe. Donc, l'idée, c'est de pouvoir tourner et de gérer la RCP hebdomadaire et aussi, en fait, la filière urgence. Parce qu'en fait, sur les fiches qu'on avait créées, on a mis un tag spécial urgent qui permet, en fait, aux spécialistes d'organes de pouvoir taguer ça et de pouvoir, nous, avoir directement, en fait, ces mails avec le tag urgent et proposer, en fait, une prise en charge pour les patients en discutant avec les spécialistes d'organes et proposer, en fait, une prise en charge dans les 24 heures. Donc ça, c'était vraiment un point que je trouvais intéressant et qui était, en discutant avec d'autres RCP en France et dans d'autres pays, c'était justement sur la filière de la prise en charge de ces patients urgents. Parce que on peut avoir en fait une RCP avec, on va discuter des dossiers, certaines RCP par exemple c'est une fois par mois, d'autres c'est hebdomadaire. Et en fait, il y a tous ces patients qui vont être urgents, qu'on parle par exemple du vendredi soir, du dimanche, de la myocardite. Comment on prend en charge ces patients? Et du coup, c'était vraiment l'idée d'avoir ce tag, d'avoir cette filière avec les spécialistes d'organes disponibles. Et nous, coordinateurs, on peut discuter par mail ou par téléphone de ces patients qui peuvent être un peu compliqués. Donc ça, c'est les coordinateurs. Donc on est répartis comme ça avec les 3 régions et avec différentes spécialités d'organes. L'idée, c'est d'avoir vraiment ces discussions multidisciplinaires, collégiales, qui quand même nous aident, surtout quand c'est des cas quand même à des dossiers assez difficiles. Donc ça, c'est l'analyse rétrospective sur l'année 2024. C'est un travail qui a été fait par Florent Moritz et Thomas Delaveau, sous la supervision de professeur Colombe et Claire Carlier à Reims. Donc, sur les données de l'année 2024, on a discuté de 87 dossiers, 79 patients. Il y avait des patients pour lesquels on a rediscuté de la prise en charge durant l'RCP. Un des points quand même importants, c'est dans 3/4 des cas, on va vraiment discuter du diagnostic, de la toxicité et du management en termes thérapeutiques, en termes de traitement symptomatique. Ça, c'est la principale discussion qu'on peut avoir. Dans près de 20% des cas, on va discuter du re-challenge. Donc, ça va être la mention, est-ce que le patient, la question du oncologue, est-ce que le patient est éligible à un re-challenge? Ou est-ce que, lorsque le patient aura une résolution de sa tox, est-ce qu'il sera éligible à un potentiel re-challenge si le patient rechute de son cancer? Sur le côté, justement, des 2 tags qu'on avait mis en place avec les fiches, on voit quand même qu'on avait 20% de demandes sur les tags urgents. Donc, quand même, ce tag, cette filière urgent, est quand même importante pour cette RCP, c'est le réseau. Concernant les profils des cancers et des immunothérapies, principalement des patients avec des mélanomes, des tumeurs digestives. Et comme on voit sur tout ce qui est thérapeutique, on a surtout la monothérapie avec du Pembro, plus de 50% des patients, et aussi de l'Ipi-Nivo, avec 30% des patients qui correspondent aussi aux tumeurs de type mélanome. Pour la distribution des grades de toxicité, donc en fait, en 2024, on a principalement discuté de toxicité digestive. C'est vraiment le principal sujet de conversation pour les tox. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, les différentes toxicités qu'on va discuter, c'est des toxicités quand même qui peuvent être sévères, toutes toxicités pulmonaires, neurologiques, cardiaques, hépatiques. Et comme vous pouvez le voir, ça reste quand même des toxicités avec des grades quand même sévères, grade 3, grade 4. Et quand on regarde sur l'ensemble du pool des grades qui vont être discutés, il y a quand même un biais, c'est qu'en RCP, on va vraiment avoir des dossiers avec des grades de toxicité quand même sévères, 75%, grade 3, grade 4. Et ça, c'est vraiment en fait des dossiers ça souligne que c'est des dossiers qui peuvent être compliqués, où du coup, il y a la nécessité d'avoir des spécialistes d'organes présents, une discussion collégiale, et ce qui souligne vraiment aussi l'importance d'avoir en fait ce type de réseau. Quand même, gérer une toxicité comme grade 4, par exemple, sur une cardiopathie ou une toxicité neurologique, c'est quand même important d'avoir un réseau. Concernant les thérapeutiques,
on a regardé un petit peu ce qu'on a utilisé en termes d'immunosuppresseurs. Quand même, dans la majorité des cas, quand on a proposé une thérapeutique, ça reste les corticos, la première ligne. Et ensuite, en termes de thérapeutique, on a proposé aussi d'autres immunosuppresseurs qui allaient en fait aussi en lien avec les toxicités, par exemple, gastro, qui étaient les premières toxicités qui étaient discutées. On a pu discuter de l'infliximab ou de vedolizumab. Il y avait aussi d'autres thérapeutiques comme les immunoglobulines, il y a 2 fois. Mais en tout cas, les immunoglobulines pour les toxicités neuro. Et aussi, ce qu'on souligne aussi, c'est par exemple la combinaison abatacept-ruxo. Ça, c'est une thérapeutique qu'on a discuté 2 fois en 2024. C'est des cas qui sont rares, souvent des myocardites qui peuvent être sévères ou des patients qui peuvent avoir des syndromes triple M avec la symptomatologie myocardique, myosite, myasthénie. Donc, quand même, 2 cas. Ça reste rare, mais c'est important justement d'avoir ces discussions collégiales pour l'introduction de ce type de traitement. On a aussi étudié le Re-Challenge. Ça, c'est un travail qui a été fait par Dr Thomas Delaveau, qui est présent ici dans la salle, qui a travaillé justement sur les dossiers qu'on peut discuter pour le Re-Challenge. Donc ça, c'est toujours un travail rétrospectif. On a essayé de voir, en fait, sur la mention du terme Re-Challenge, réintroduction dans les fiches RCP, qu'est-ce qui avait été fait. On a pu souligner 13 patients qui pouvaient être potentiellement éligibles au Re-Challenge. Et en fait, sur ces 13 patients, là, toujours la question qui se pose, c'est que lors de la fiche RCP, lors de la discussion, on va dire le patient est potentiellement éligible. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est le suivi longitudinal. C'est vraiment toujours ça, en fait, le risque, le manque d'information. Et donc, en fait, là-dessus, on a 4 patients qui étaient re-challengés. Je voulais vous montrer un petit peu les données. Donc, c'est toujours les données de 2024. Ce qui était vraiment important, c'est qu'en fait, sur le re-challenge, il y a quand même des grades 3. Il y a 3 patients avec des grades 3. Et c'est quand même souvent des patients qui peuvent être un petit peu compliqués en termes de toxicité. Et que finalement, quand avec la RCP, on a pu proposer un re-challenge, le patient, l'oncologue a pu re-challenger le patient avec la même thérapeutique. Et on a pu avoir un suivi il y a quelques mois et aucune toxicité après quelques mois de réintroduction de l'immunothérapie. Donc en tout cas, c'est intéressant pour nous, quand on met en place ce type de RCP, d'avoir un retour et savoir que en fait, quand on fait des propositions de re-challenge et qu'il y a une réintroduction sans toxicité, en tout cas, voilà, c'est des signaux positifs en termes d'immunothérapie de re-challenge. Je voulais vous présenter aussi les données de la mise en place de février 2024 jusqu'à novembre 2025. J'ai pu récupérer toutes les données brutes la semaine passée pour vous présenter un petit peu les données. Ça, c'était quelque chose que je trouvais qui était important, c'est quelles sont en fait les questions des oncologues principalement durant la RCP. C'est principalement en fait 2 types de questions. La première, ça va être l'arrêt ou la reprise de l'immunothérapie dans un contexte de tox. Si par exemple le patient a fait une myocardite, est-ce que le patient va être éligible à la réintroduction de l'immunothérapie? Donc tout l'intérêt en fait d'avoir ces RCP dédiés pour pouvoir refaire le point en fait sur la toxicité et la résolution des symptômes. La deuxième question qui est importante en fait, c'est le management thérapeutique. Donc en premier lieu les corticos évidemment parce que c'est le traitement de première ligne. Et en fait, quel est le schéma, quelle est la dose? Est-ce que voilà, il faut introduire une corticothérapie, oui ou non? Et le deuxième point en fait qui est important, c'est l'utilisation d'un traitement de deuxième ligne, parce que les patients vont être présentés parfois avec déjà des corticoïdes, et ces patients en fait, peuvent être réfractaires ou corticorésistants, surtout dans les contextes de colite, où là, quand même, on a pu parler quand même de ça depuis 2024, d'utilisation justement de l'infliximab et de l'izumab dans ces colites cortico-réfractaires parfois. Et pareil, en fait, sur le côté arthrite. Arthrite, on sait dans les publications que les atteintes articulaires, ça fait des formes chroniques. Et donc, en fait, c'est ça, d'où l'intérêt de parfois utiliser d'autres immunosuppresseurs avec une épargne cortisonique. Ça, c'est vrai. En médecine interne, on s'intéresse toujours à ça. Et ça, justement, le méthotrexate, tocilizumab, c'est des traitements qui sont assez intéressants. Particulièrement de tocilizumab, il y a un essai clinique CITAR qui a été monté avec Bicêtre et d'autres centres en Europe, justement sur l'utilisation du tocilizumab pour les patients qui avaient des atteintes articulaires. Et l'essai en cours, il recrute toujours. Autre question toujours importante, c'est l'imputabilité, parce qu'on sait en fait que est-ce qu'une pneumopathie c'est une toxicité immunomédiée, est-ce que c'est une infection, ou est-ce que c'est les deux? Et l'autre point qui est important aussi, qui a été soulevé tout à l'heure, c'est que les patients en fait ils ont plusieurs lignes thérapeutiques. Est-ce que la toxicité c'est lié à l'immunothérapie ou à un autre traitement oncologique? Donc c'est vraiment l'important de pouvoir avoir ces échanges en RCP. Après il y a d'autres questions sur les explorations complémentaires dans le bilan de tox. Et aussi un autre point, en tout cas, c'est vrai qu'on est interniste ou spécialiste d'organes, on s'intéresse à des maladies auto-inflammatoires ou auto-immunes. C'est toujours en fait la question, les patients qui ont des maladies auto-immunes préexistantes, est-ce que
il est possible d'introduire une immunothérapie, comment est contrôlée sa maladie auto-immune. Donc ça, c'est des questions qui ont été soulevées durant la CRCP jusqu'à aujourd'hui. Donc juste un bref résultat descriptif. On retrouve en fait même à peu près les mêmes résultats en termes de grades de tox. Depuis 2024, c'est toujours des grades sévères qui vont être discutés. Et concernant les tumeurs, on reste toujours avec des tumeurs dermato, type mélanome, qui restent comme les premières tox, les premières tumeurs qui sont discutées. Là, en deuxième, une petite modification, c'est surtout les cancers du poumon qui sont en deuxième position depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui. Un point quand même que je voulais souligner, ça c'est, j'en reparlerai justement sur les données manquantes, j'en reparlerai dans quelques autres. Sur les toxicités d'organes, en fait, sur les 216 cas sur lesquels on a discuté, c'est vraiment des patients avec des tox gastro, ça reste quand même le numéro 1. Et ensuite, on est toujours avec des patients avec des toxicités qui peuvent être sévères. Tox neuro, ça correspond à ce que vous avez aussi avec votre RCP en Belgique, quand même toxicité importante, toxicité sévère, qui nécessite un avis neurologique. Merci professeur Colombe pour ses avis pour la connaissance de ces tox. Donc voilà, toujours un point important sur ces tox sévères. En termes de thérapeutique, on reste toujours sur en première ligne la proposition de stéroïdes. Ça, c'est vraiment le premier point. Autre point important, dans un tiers des cas, on ne discutait pas forcément d'un traitement, on discutait de ce que j'ai pu évoquer, la surveillance, l'introduction d'immunothérapie, traitement symptomatique, la question de l'imputabilité, le re-challenge. Voilà. D'autres questions qui sont soulevées. Et dans 10% des cas, quand même, qui restent pas négligeables, parce que c'est quand même l'utilisation d'immunosuppresseurs, et dans quel contexte, en fait, on va proposer un immunosuppresseur, et en termes de surveillance. Et voilà. Ce qui revient, c'est les traitements qui sont liés avec les toxicités digestives, qui restent la toxicité numéro 1 discutée en RCP. Aussi, les immunoglobulines, quand même pour le côté deuxième tox, la plus discutée, toxicité neuromusculaire. Et on a quand même toujours un point important, quand même, c'est abatacept Cruxo. Ça reste rare, mais ça reste des toxicités quand même qui sont sévères. Donc c'est quand même important d'avoir ces échanges-là pour introduire ce type de traitement. Et aussi d'avoir une surveillance en fait, où on peut échanger par mail et voir l'évolution des patients après l'introduction de thérapie, de type Cruxo. En termes de perspective et le bilan de cette RCP, on constate quand même qu'on a des demandes croissantes. On a quand même 216 fiches qui ont été déposées de février 2024 à novembre 2025. En tout cas, dans le travail de l'analyse rétrospective, on n'avait pas 70% de réponses. on avait beaucoup moins. Un autre point, c'est sur les fiches. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important quand on est en présentiel ici, c'est de pouvoir en fait, avoir un retour par rapport à ces fiches, comment on peut les améliorer. Parce que parfois, on constate qu'on a des données manquantes. Quand on est face à des dossiers de toxicité pneumo, où on n'a pas de scanner, c'est compliqué. Pareil pour les IRM, pour les imageries en neuro. Donc ça, c'est vrai que c'est parfois délicat. Et bon, la dermato, ça reste des images, donc on a plein de photos. Donc vraiment bien, il y a cette possibilité justement avec le site Pulsy, c'est vraiment bien. Vous pouvez déposer les photos, les imageries. Donc c'est vrai que ça, c'est super. Et pour pouvoir regarder en amont et réfléchir à la prise en charge de ces tox. Comme je vous ai mentionné, en fait, sur le grade de toxicité, quand j'ai repris toutes les données brutes sur les 216 patients, OK, il y a des dossiers où c'était en lien avec autres que les toxicités, mais il y avait 90 données manquantes concernant les grades de tox. Donc, je ne sais pas s'il y a un souci pour remplir les fiches par rapport à les grades de tox, mais c'est vraiment encouragé c'est juste un petit case à cocher pour la toxicité. Donc, c'est vrai que c'est important pour avoir, quand on lit les fiches, pour savoir quel grade de tox on a. Ça, c'est important. Et pareil, c'était une réflexion que j'avais sur les fiches. C'est plus pour, après, nous, réfléchir sur l'analyse rétrospective. C'est par exemple, est-ce que ça pourrait être intéressant pour les oncologues, ou même nous, coordinateurs, quand on remplit à la fin les fiches, juste cocher une case, re-challenge, introduction à l'immunothérapie ou toxicité. Comme ça, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, surtout avec l'accumulation des données. C'est intéressant, en tout cas, de faire des retours de pratique. Oui, et après, l'analyse rétrospective, ça, c'est vraiment le travail qui peut nous permettre d'améliorer nos pratiques. En tout cas, un grand merci à tout le réseau, parce que c'est quand même un travail collaboratif qu'on a pu mettre en place. Un grand merci en tout cas à tous les coordinateurs et tous les spécialistes d'organes qui s'investissent pour pouvoir faire tourner cette RCP, améliorer la prise en charge des patients. Donc c'est vraiment un grand merci à tout le monde.
Et un merci aussi à Néon, avec qui on a pu travailler pour la mise en place de ce réseau et qui permet de continuer en tout cas. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir collaborer. Un grand merci en tout cas à nos collègues belges qui sont aujourd'hui. Ça fait vraiment très plaisir que vous soyez là. C'est super intéressant de voir qu'est-ce que vous avez pu mettre en place et de voir, on a des problématiques qui sont similaires et il y a des choses sur lesquelles qui sont super intéressantes que vous avez pu mettre en place sur le suivi longitudinal et qu'est-ce que nous, on pourrait faire de notre côté. Et puis d'un point de vue recherche, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'améliorer nos connaissances, améliorer nos pratiques. Et c'est vraiment ça l'idée de pouvoir collaborer, agrandir ce réseau-là. Et je sais que sur les projets de recherche, c'est parfois compliqué à mettre en place. Donc c'est vrai que si on arrive à colléger plus de données, faciliter la mise en place, surtout il y a des mises en place qui sont compliquées d'un point de vue administratif. Et donc si on arrive à faire de belles collaborations, c'est que la prise en charge des patients sera d'autant mieux. En tout cas, merci à tous. Donc, oui, bonjour, Vincent Massard, je suis oncologue à l'Institut de cancérologie de Lorraine à Nancy. Et alors, je vais parler de quelque chose que les oncologues médicaux en cancérologie solide comme moi, finalement, ne connaissent pas très bien, dans le sens où ils ne sont pas confrontés en pratique standard très régulièrement encore. C'est plutôt, à l'heure actuelle, sur les axes de recherche qu'on rencontre de plus en plus souvent de bispécifiques. Et on va voir d'ailleurs qu'il faut parler de bispécifiques au sens large et pas que d'anticorps bispécifiques. Donc voilà, on va essayer de faire des films. Oui, donc mes liens d'intérêt. Donc là, pour comprendre ce qu'est un bispécifique, il faut déjà se rappeler qu'un anticorps humain normal, standard, il est monospécifique et bivalent. Les deux sites de liaison sont dirigés contre la même cible et chaque anticorps possède normalement 2 sites de liaison avec à la fois des chaînes lourdes et des chaînes légères. Il y a sans doute des gens dans la salle qui seraient bien plus compétents pour expliquer cette slide que moi. Alors, globalement, l'idée, c'est qu'ils sont reliés par cette région charnière qui est souvent exploitée maintenant en bio-ingénierie sur avec de multiples aspects d'importance. Les bispécifiques, quant à eux, on a à la fois les anticorps et des dérivés, ils sont dotés toujours de 2 sites de liaison, mais ils sont capables de cibler 2 molécules différentes, ou alors variantes un peu subtiles, ce qu'on appelle les bispécifiques biparatopiques, 2 épitopes distincts du même antigène. Par exemple, on cible HER2, mais sur 2 épitopes distincts. Alors, il y a 2 façons de les classifier, ces bispécifiques. Déjà, il faut bien saisir que tous ne sont pas des anticorps, tous ne méritent pas le nom d'anticorps à part entière, parce que certains sont des plateformes qui ont été construites et élaborées à partir d'anticorps, mais ils n'en ont pas tous les attributs. Donc, on a 2 façons de les classer, soit de façon structurale, sur comment ils sont construits, justement, soit plus fonctionnelle. Et on va voir que la toxicité, au final, elle est surtout, sans surprise, l'affaire de la classification fonctionnelle. Donc voilà, donc là, on pourrait y passer des heures et je ne suis absolument pas compétent pour vous détailler toutes les façons dont on peut, avec la bio-ingénierie de ce début du XXIe siècle, élaborer des bispécifiques, mais on peut vraiment concevoir et imaginer progressivement des structures de plus en plus diverses, et donc avec des impacts fonctionnels aussi de plus en plus variés. Alors, si on réfléchit par mécanisme d'action, on a les bispécifiques bifonctionnels, c'est un peu 2 médicaments pour le prix d'un. L'objectif, ça va être par exemple d'exploiter 2 voies de signalisation parallèles, de les attaquer toutes les 2 en même temps. Donc, si on a une redondance biologique tumorale, c'est-à-dire 2 voies de signalisation, c'est fréquemment le cas en cancérologie, hein, quand on a 2 voies qui activent la prolifération tumorale. Là, on peut jouer sur les 2 en même temps. On peut aussi cibler 2 points de contrôle immunitaire en même temps, et puis on peut imaginer autant de combinaisons possibles, imaginables. Ça nous donne des schémas comme à droite, où on s'y perd un peu sur tout ce qui est faisable dans le spectre des possibles, surtout à venir, hein, beaucoup plus à venir qu'actuel.
Et les bispécifiques aussi d'ancrage qui jouent un peu comme des antibody drug conjugate, qui est d'ailleurs des bispécifiques qui font à partie entière des antibody drug conjugate, les ADC. Et enfin, il y a des bispécifiques de connexion, les cell engagers, et c'est probablement ceux dont on parlera le plus aujourd'hui, donc qui ont pour but d'établir des liaisons dangereuses entre la cellule tumorale et d'autres cellules qui pourraient lui faire du mal. Il y a une dynamique à l'heure actuelle qui est assez incroyable dans les tumeurs solides. On a du retard en cancérologie solide par rapport aux amis hématologues, mais néanmoins, dans les efforts qui sont faits en termes de développement clinique, c'est aujourd'hui bien en cancérologie solide qu'il y a le plus de programmes différents, le plus de molécules différentes qui sont en cours de développement. Il y aurait plus de 1000 essais cliniques qui seraient actifs d'une façon ou d'une autre. Il y a plus de 100 programmes avec des bispécifiques en cancéro solide. Et certaines classes, comme par exemple celles qui ciblent les checkpoints, il y a plus de 200 essais. Pour autant, l'immense majorité des essais sont au stade phase 1, parfois 2. Et il y a beaucoup même d'essais qui sont, enfin, beaucoup de molécules qui sont plus au stade préclinique. Les premières données chez l'homme restent à acquérir. Alors, il y a des cibles qui se dégagent comme nettement plus populaires. C'est CD3 notamment qui permet d'engager les lymphocytes T. Donc, c'est un peu, à l'heure actuelle, le T-cell engager par excellence. Donc, ce format-là, on a un bras qui va aller chercher CD3 et l'autre qui va se loquer sur un antigène tumoral. Et puis après, on retrouve un peu sans surprise les principales cibles tumorales qu'on exploite déjà depuis un moment avec les anticorps conventionnels, donc notamment HER2, GFR. PSMA, ça reste surtout du développement, puisque à l'heure actuelle, c'est pas une cible qu'on a réussi à faire payer en dehors de la radiothérapie interne vectorisée qui est pas sur une plateforme d'anticorps. Et puis donc les cibles immunitaires fréquemment combinées, donc PD1, PDL1 et CTLA4. Et donc forcément, si on veut parler de toxicité des bispécifiques, vu qu'on a des mécanismes, on a des plateformes multiples avec des mécanismes d'action très variés, le profil de toxicité il va être extrêmement hétérogène. Et donc classiquement, quand on discute un peu au quotidien la toxicité des bispécifiques, on a souvent, la plupart des gens ont souvent en tête celle des T-cell engagers, donc qui donnent potentiellement des CRS et dans une moindre mesure des ICANS, donc un peu comme les T-carcel. Voilà, mais au-delà de cet aspect qui est celui qui vient en premier à l'esprit, on va retrouver en fait toute la panoplie des effets secondaires pour d'autres classes médicamenteuses qui sont liées aux cibles, aux mécanismes d'action, et où notamment on ne va pas du tout retrouver de CRS si on ne déclenche pas n'engage pas les lymphocytes T. Donc, notamment pour quand on a deux cibles, on peut se retrouver avec des toxicités liées au blocage de l'activation de deux voies, ou à l'inverse, si on va bloquer de façon biparatopique au hasard HER2, on peut craindre qu'on ait plus de toxicité que quand on agit juste avec un monovalent, et on peut dans ce cas-là craindre à la fois qu'on ait des toxicités liées à l'action sur la cible, mais évidemment aussi sur la tox off-cible. Et si on réfléchit un peu plus loin en termes d'ADC, on va se retrouver, finalement, on se retrouve avec la toxicité plus conventionnelle des chimiothérapies. Sur les checkpoints inhibiteurs, on n'en a pas finalement tellement à l'heure actuelle en stade avancé de développement, mais on peut craindre donc un spectre de toxicité lié à l'immunothérapie dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui, mais potentiellement plus marqué. Alors pour donner quelques exemples de ce qui existe à l'heure actuelle en cancérologie solide, à la fois en pratique courante et aussi en développement, sélectionner deux molécules. Donc la première d'entre elles qui est utilisée dans le mélanome uvéal, le tebentafusp. C'est une molécule que l'on emploie en pratique donc effectivement courante avec un volume de prescription qui reste cependant relativement modeste parce qu'on est sur une pathologie rare.
Globalement, c'est efficace parce qu'on va cibler un complexe HLA très particulier qui est exprimé à la surface des cellules du mélanome et rapproché avec les lymphocytes T via CD3. Donc, ça aboutit à la lyse des cellules tumorales et ça marche rudement bien finalement par rapport au traitement conventionnel. Donc là, on a le gain en survie globale qui est quand même significatif avec un hazard ratio à 0,62. Donc c'est pas un traitement que l'on peut écarter facilement. C'est un traitement qui reste toxique, surtout au début, parce que c'est quand on initie ces traitements, ces T-cell engagers, qu'on a le plus de malheur. Vous voyez sur cette slide-là, il est surtout souligné d'une part le fameux CRS dont on reparle plus en détail dans un instant, donc le cytokine releasing syndrome, et d'autre part les rash cutanées, sachant que sous la désignation de rash s'imbriquent des choses qui sont liées en fait au CRS, mais aussi une tox spécifique, puisque le complexe HLA étant ciblé, étant en partie exprimé au niveau des cellules cutanées, étant imprimé dans la peau au niveau des mélanocytes, on fait un peu de mal aussi à la peau de façon, on va dire, spécifique. Et ce qui est très intéressant, surtout quand on veut gérer l'hôpital de jour et l'hospitalisation conventionnelle, c'est cette slide-là où on voit la fréquence et la sévérité de la tox dans le temps. Et on voit que les misères, donc, comme je vous le disais à l'instant, elles surviennent au départ. Elles surviennent au départ, puis elles s'atténuent et deviennent beaucoup moins problématiques, voire quasi inexistantes pour certaines d'entre elles tardivement. Donc là, par exemple, sur une molécule comme celle-ci, il n'y a pas trop d'ambiguïté qu'il vaut mieux bloquer un lit d'aval ou même hospitaliser d'emblée au départ, alors que par la suite, c'est beaucoup plus simple à administrer. Sur le mélanome uvéal, pathologie rare, ça ne crée pas vraiment de tension particulière. Mais si on s'intéresse aux molécules en développement qui visent des tumeurs beaucoup plus fréquentes, donc là, cancer de la prostate, ça peut devenir un problème de dimensionnement. Donc là, c'est l'un des bispécifiques qui est en développement dans la prostate, qui cible la kallicréine 2, qui est codée par le gène KLK1. C'est un petit copain de celui qui code le PSA. Donc c'est une nouvelle cible dans le cancer de la prostate. Il n'y a pas trop d'expression sur les tissus normaux, et donc il y a plusieurs bispécifiques en développement, dont le pasritamig. Donc il y a un T-cell engager également, dans le but toujours de déclencher la lyse des cellules cancéreuses. Alors pour l'instant, les données que l'on a sont plutôt rassurantes sur la survenue des effets secondaires et tout particulièrement des cytokine release syndrome. On voit qu'on a sur cette slide-là, aux doses retenues pour la phase 2 et au-delà, très peu d'événements qui surviennent, et tous de grade faible, inférieur à 3. Et pour les cytokine release syndrome, on n'a même que des grades 1. Voilà. Donc, et un autre point important, c'est que, outre le fait que ces problèmes surviennent surtout au départ, il faut concevoir des step-up doses, le fait de ne pas tout faire d'un coup, c'est-à-dire que la première dose, elle est délivrée progressivement en plusieurs fois, et que seulement après, on peut concevoir de tout délivrer en une fois. Voilà, donc on peut espérer, même en jouant sur ce mécanisme d'engagement des lymphocytes T, on peut espérer, avec certaines molécules, ça reste à soumettre à un développement plus large, une tolérance qui est relativement correcte, manageable. C'est essentiel parce que on pourrait transposer, se dire que finalement en hématologie les bispécifiques ne font pas si peur que ça, alors qu'ils génèrent quand même pas mal de CRS. Il faut insister qu'en cancérologie solide, et surtout là on est en train de parler du cancer de la prostate, on n'est pas sur la même population. Globalement, on peut cibler des gens beaucoup plus âgés, avec beaucoup de comorbidités, et qui ne vont pas tolérer de la même façon les réactions. Alors un mini focus sur cytokine release syndrome, parce que c'est celui finalement qu'on a le plus en tête quand on parle, encore une fois, de la tox des bispécifiques. Donc, deux choses. La première notion, c'est celle d'orage par relargage de cytokine, le cytokine storm.
C'est une cascade d'événements qui va aboutir à la libération excessive et rapide de cytokines, ces petites protéines ou glycoprotéines qui sont indispensables à la communication cellulaire et qui vont initier, amplifier les réponses immunitaires et inflammatoires. Donc ce cytokine storm, cliniquement, on ressent un syndrome pseudo-grippal. Et si ça s'emballe de trop, eh ben, on aboutit au cytokine release syndrome, qui est donc potentiellement une urgence oncologique, surtout si on est sur un patient fragile. Voilà, donc parmi les cytokines impliquées, il y a l'interféron GABA1, qui est un des premiers à être libéré par les lymphocytes T activés. Ça donne de la fièvre, des frissons, on se sent pas bien, on est crevé. Derrière, ça implique d'autres cytokines comme l'interleukine 6 et le TNF. L'interleukine 6, elle commence à donner des choses qui sont pas sympas et qui nous font bien plus peur déjà, comme fuite capillaire, CIVD, cardiomyopathie. Le TNF n'est pas beaucoup mieux avec diarrhée, fuite vasculaire également, cardiomyopathie, atteinte pulmonaire. Voilà, donc au final, on a un mécanisme qui en plus s'auto-entretient avec un feedback loop. Et donc, si on n'agit pas, ça peut potentiellement mal se passer. Là, ça peut aboutir à léser la plupart des organes, d'où ce petit schéma où il n'y a pas beaucoup d'organes qui sont épargnés. Et globalement, sans intervention, on a les cas qui restent light, mild, avec finalement assez peu de mise en danger d'organes. On va rester sur de la fatigue, un bon syndrome pseudo-grippal en fait. Mais si ça s'emballe et que ça devient plus sévère, eh ben on va passer rapidement à des manifestations cliniques comme hypotension, détresse respiratoire, et puis derrière, on va voir les organes se mettre en défaillance. Il y a une classification assez simple pour le grader. Donc, l'élément central, essentiel, ça va être la fièvre. On note cependant que une fois qu'on a passé le gradin, si on a de la fièvre au départ et qu'après on n'en a plus, ça reste un CRS. Hein, on peut passer en grade 3 et 4 sans avoir de fièvre si par ailleurs on a des problèmes de tension ou d'hypoxie. Donc on voit que gradin, c'est juste la fièvre. À noter qu'une fièvre à 40 qui dure potentiellement plusieurs jours, ça peut déjà poser des soucis. À partir du grade 2, on commence à avoir des problèmes de tension et d'hypoxie qui se résolvent facilement, qui relèvent pour l'heure encore du secteur, même s'il faut penser à potentiellement anticiper un passage en grade 3 et appeler son ami réanimateur. Et puis à partir du grade 3, ça devient plus compliqué avec nécessité d'amine et de l'oxygénation ou de la ventilation. Donc voilà. Le traitement symptomatique au départ, il va devoir rapidement comprendre une réflexion sur les corticoïdes et le tocilizumab. Tocilizumab, alors les schémas sont assez variables. Hein. J'affiche là une proposition de prise en charge qui ne fait pas forcément l'unanimité pour absolument tous les bispécifiques, d'autant plus en cancérosolide où il y en a certains qui sont moins potentiellement moins toxiques, moins dangereux que d'autres. Mais néanmoins, le tocilizumab, il s'envisage assez facilement dès le grade 2, de même que les corticoïdes. Et tocilizumab peut s'administrer à plusieurs reprises selon les contextes. Il est à préciser que chaque bispécifique en cours de développement aura globalement son arbre décisionnel. Chaque institution est aussi libre de définir son arbre décisionnel propre. Globalement, pour ceux que je vois déjà construits, surtout en hémato, il y a quand même une logique qui est très liée à la tolérance spécifique de chaque bispécifique. Hein. Donc, il y a quand même, il ne faut pas oublier à chaque fois, il ne faut pas réfléchir de façon complètement générique, il faut quand même intégrer le traitement que l'on a parce qu'ils évoluent pas tous de la même façon, ils ne comprennent pas tous les mêmes risques. Il y a une mention importante, c'est que l'administration des corticoïdes et du tocilizumab ne doit absolument pas être bloqué par les logiques en termes d'efficacité, parce que pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'on casse l'efficacité du traitement en les administrant à ce moment-là, et de toute façon, ce n'est pas l'enjeu direct, immédiat. Dernier point, le tocilizumab peut s'envisager dès le grade 1 si ça traîne, parce qu'à un moment donné, si, comme je le disais auparavant, si on reste à 40 trop longtemps, qu'on est comorbide et que ça ne se passe pas bien, à un moment, il faut pouvoir briser le mécanisme aussi.
Alors, est-ce que le CRS, finalement, c'est le premier souci? Oui, si on est sur une molécule qui a risque de l'engager, de le déclencher, donc les T-cell engagers. Ça survient typiquement peu de temps après, en général quelques heures, parfois jusqu'à 48 heures après les doses, les premières doses. Puis ensuite, on a une décroissance très nette avec les cycles suivants. Le spectre clinique, ça va du gradin, où on n'a qu'un état grippal, pseudo-grippal, jusqu'au problème beaucoup plus sérieux qui conduit à la réanimation invasive. Et les déterminants de CRS, c'est pas toujours évident. Ça dépend surtout du bispécifique employé. Et ça pourrait dépendre aussi de la charge tumorale. Si on a plus de charge tumorale, on déclenche plus de relargage de cytokines, donc ça pose plus de problèmes. Donc, comme on l'a vu, la façon d'anticiper ça, c'est un peu ce qu'on appelle le step-up priming dose, c'est le fait qu'on y aille progressivement, pas à pas, en termes de montée de dose et de fréquence d'administration. La corollaire qui peut faire suite à un CRS, mais qui, on l'espère, va rester assez rare en cancérosolide par rapport à ce qui peut survenir avec les CAR T-cells, c'est l'ICANS, donc cette neurotoxicité, ces encéphalopathies qui peuvent découler de l'activation. Il y a là un exemple de classification qui permet d'apprécier la sévérité du retentissement. En termes de traitement, c'est plus complexe. D'après ce que j'en sais, ça repose surtout sur les corticoïdes parce que le tocilizumab, à ce moment-là, il n'a plus d'activité. En général, il a été administré avant s'il est survenu un CRS, mais voilà, c'est l'indication du tocilizumab, c'est le CRS, c'est pas l'ICANS à ma connaissance en tout cas. Là, des T-cell engagers, et là on va retomber un peu plus sur de la cancéro conventionnelle. Donc on a déjà des bispécifiques biparatopiques qui sont en bonne avancée de développement. Là on en a un exemple avec le zanidatamab qui cible HER2, deux épitopes différents donc d'HER2. Ça permet théoriquement une efficacité supérieure aux anticorps conventionnels. En termes de toxicité, finalement, là, on ne parle plus du tout de la même chose. C'est pas un T-cell engager, évidemment. On va se retrouver sur les effets indésirables de ce que générait déjà la première génération d'anticorps, potentiellement un peu plus marqués. Donc là, on a par exemple les diarrhées, puisqu'il y a une expression d'HER2 au niveau de certaines enzymes digestives. Donc on a des diarrhées qui sont un peu plus marquées. Il y aurait sans doute un peu plus, quoique, et encore, c'est à voir, parce que c'est très difficile à comparer de réactions liées à la perfusion. Mais finalement, sur le plan tox cardiaque ou tox immunologique, il ne semble rien y avoir de bien particulier. Donc là, c'est le zanidatamab qui est en développement dans pas mal d'indications où il y a une expression plus ou moins forte d'HER2 sur les cellules tumorales. On a également l'ambenitamab avec des données là, qui ont été présentées à l'ESMO. Alors, si vous regardez les tox, vous voyez que finalement, c'est surtout là des tox de cytotoxiques parce que c'était associé à la chimiothérapie. Et comme ça se produit des fois avec l'association des deux, on a l'impression que le fait d'associer un traitement par anticorps, ça majore un peu la tox. Il y a un gros facteur confondant aussi, c'est que comme ça marche mieux avec l'ambinatamab, les gens reçoivent de la chimio plus longtemps aussi. Et donc, le cumul des toxicités, notamment tout ce qui est cytopénie, c'est peut-être juste le fait que l'exposition est plus longue, c'est difficile à neutraliser dans l'analyse ce genre de problématique. Donc, voilà, donc là, on retombe sur des toxicités qui sont liées à la cible d'une part, et quand c'est lié à la chimio, c'est surtout la chimio qui va driver les misères. Si on continue de se propulser un peu plus loin sur ce qu'on fait, on a donc là un schéma qui reprend les anticorps monoclonaux au début, c'était le début de l'histoire. Derrière, on a conçu en haut les bispécifiques. En bas, on fait... en haut, les ADC, donc les antibody drug conjugate, on charge l'anticorps avec de la chimiothérapie, un cytotoxique. En bas, le bispécifique, donc l'anticorps qui cible deux épitopes distincts, et ben si on fait une chimère des deux, on arrive donc aux ADC bispécifiques. Ils sont chargés avec de la chimio et ils ont deux cibles différentes. À noter aussi d'ailleurs qu'on peut continuer à s'amuser comme ça longtemps. On peut leur mettre plusieurs charges de chimiothérapie ou même d'autres traitements conjointement. Le spectre des possibles, il n'y a pas beaucoup de limites.
en termes de bio-ingénierie en tout cas. Là, c'est un exemple, donc un ADC bispécifique d'intérêt qui est en cours de développement assez rapide parce que ça a l'air de bien fonctionner dans pas mal de tumeurs. C'est effectivement parce que ça cible à la fois EGFR et HER3, donc on retrouve ça à la surface de pas mal des cellules tumorales à qui on a envie de faire du mal. Là, par exemple, c'est des données c'est un schéma d'étude de l'ESMO Breast. On voit qu'il y a eu une escalade de dose qui a été réalisée pour déterminer la dose d'intérêt. Et ce bispécifique, enfin cet ADC bispécifique est donc en poursuite de développement assez engagé, parce que comme vous le voyez sur ces waterfall plots à gauche, avec les réponses qui sont quand même assez profondes pour une partie significative des patients traités, et d'autre part, avec les swimmer plots à droite, vous voyez que ces réponses, elles sont durables, donc c'est vraiment des traitements d'intérêt. Si on réfléchit en termes de tox, alors subtilité, ces deux données de tox, c'est pas celle de l'étude que je viens de vous montrer dans le sein, c'est dans d'autres indications, à gauche le poumon, à droite le nasopharynx. Mais vous voyez qu'on est effectivement sur les toxicités de la charge, principalement du payload qui est monté sur l'anticorps, et finalement on n'a pas grand-chose on n'a pas vraiment de problématiques très fortes liées à la cible. Il est surtout neutropéniant, méchamment neutropéniant, et il nécessite des facteurs de croissance pour contrecarrer les dégâts. Voilà. Alors, je disais que les bispécifiques, globalement, c'est un spectre en pleine explosion. Vous voyez que les ADC bispécifiques, ils cochent aussi les cases. Il y en a plein, et on arrive à combiner plein de cibles différentes pour finalement s'intéresser à la plupart des cancers solides demain. Alors, si je résume un peu, la toxicité des bispécifiques, c'est l'affaire à la fois de la plateforme en termes de bio-ingénierie, ce qu'on a construit, et de la cible qu'on vise. Donc forcément, parler de façon générique de toxicité des bispécifiques sans préciser format ou antigène cible, ça n'aurait pas de sens. C'est pour ça qu'il faut bien avoir cette réflexion pour chaque architecture et chaque cible. Le CRS, puisque c'est quand même ça qui nous vient en premier lieu à l'esprit, donc restreint à certains bispécifiques, et donc les T-cell engagers, qui sont à l'heure actuelle surtout des bispécifiques ciblant d'une part CD3 et d'autre part un antigène tumoral. Comme ce sont des traitements qui ont l'air de bien marcher, et certains ont déjà des indications, et que demain il y en a, on l'espère, beaucoup d'autres qui vont trouver leur place dans notre arsenal thérapeutique, ça va créer cette gestion assez compliquée du fait de la rareté des lits d'hospitalisation pour l'administration des premières doses. Et autre problème qui sera plus marqué en cancérose solide qu'en onco-hémato, ça va être la problématique de la fragilité plus fréquente et plus marquée. Et on peut craindre que potentiellement certaines molécules, même si efficaces, se voient un peu restreintes en termes d'applicabilité du fait de l'âge, des comorbidités, des défaillances d'organes des patients que l'on va prendre en charge. Donc au final, comme on a une bio-ingénierie particulièrement complexe et sophistiquée, on a une médecine qui est aussi de plus en plus complexe et exigeante. Et il va falloir effectivement qu'on continue à travailler de façon très multidisciplinaire, et que l'on soit bien réveillé avant de débuter ces traitements dans la sélection des patients, et de juger centre par centre, contexte par contexte, la capacité que l'on a à prendre en charge les patients pour les traitements donnés. Et puis derrière, une fois que c'est en cours, potentiellement interagir avec beaucoup d'autres disciplines pour prendre en charge au mieux les gens. Voilà. Et donc je finis sur le fait que les trous noirs, comme le futur, c'est fascinant, mais bon, ultimement, on ne le connaît pas trop, ce qu'il y a derrière.